Donc, je vais probablement décevoir un peu tout le monde parce que je vais parler on m'a demandé de parler des projets politiques alternatifs. Simon, évidemment, c'est toujours embêtant de passer après Simon parce qu'il est tellement rigoureux, bien préparé et systématique qu'on est toujours là, évidemment, un peu ridicule après lui. Et donc, la prochaine fois, je demanderai de passer avant lui. Et donc, je n'ai pas du tout préparé quelque chose d'aussi sophistiqué que Simon. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt des pistes de réflexion. Donc, c'est vraiment pour si possible, stimuler un peu la réflexion, la discussion, sur un courant que je connais très bien, mais dont je ne vous présenterai pas de façon systématique, comme a dit Simon, les projets politiques ou l'utopie politique, qui est le mouvement anarchiste. Mais j'ai surtout essayé de vous montrer comment ce mouvement anarchiste est lié à la question qui, j'imagine, préoccupe la plupart des personnes ici, c'est-à-dire aux enjeux écologistes. Évidemment, la discussion que je vais vous proposer, elle va sans doute donc vous décevoir aussi parce que, en fait, on ne se connaît pas vraiment. J'ai quand même assisté aux discussions un peu. Je vois les préoccupations de certaines personnes à travers les questions et les interventions. Mais en même temps, je ne suis pas certain de saisir tout à fait ce que chaque personne ici dans la salle entend par effondrement, par exemple. Des fois, on a parlé d'effondrement, mais il y a encore un État, il y a même apparemment un système de santé. Des fois, il y a un effondrement, c'est le capitalisme. Des fois, il y a un effondrement, c'est la civilisation. Des fois, l'effondrement, il est économique, financier, fiscal. Des fois, l'effondrement, il semble être écologiste. Et donc évidemment, moi, je ne peux pas distinguer chacun de ces critères. Et si, évidemment, on était assis autour d'une table à boire de la tisane ou de la bière, ça serait évidemment plus précis, parce qu'en fait, on pourrait avoir une discussion plus précise sur ce qui vous préoccupe. Donc, je m'excuse. Et je m'excuse encore. Bon, ça fait 4-5 fois que je m'excuse. Je suis même content d'être ici, hein, mais... Et je m'excuse aussi, c'est bien pour le jeu de lumière. Je m'excuse aussi pour je sais plus quoi en fait. Donc, je m'excuse parce qu'évidemment, ce que je vais vous présenter va être trop rapide et probablement ne me permettra pas de déconstruire ou de déboulonner tous les stéréotypes et clichés qui peuvent circuler dans cette salle au sujet de l'anarchisme, qui est généralement une idéologie vraiment très mal comprise. Donc, on essaie de me déstabiliser, mais je ne me pas déstabiliser. Alors, qu'est-ce qui est sûr, c'est que là, je ne m'endors pas. Et donc l'anarchisme, pour faire très très vite, c'est une idéologie, une philosophie politique, même une philosophie morale, qui a des implications, par exemple, en pédagogie, par exemple, ou en sexualité ou relations amoureuses, entre autres, qui est généralement considérée comme étant apparue, disons, de façon plus formelle ou explicite en Europe, au milieu du 19e siècle, dans ce qu'on appelait à l'époque le mouvement ouvrier, par exemple. Le mouvement socialiste était en constitution, qui n'avait pas encore d'identité propre, qui ne connaissait pas encore tous les clivages qui l'a caractérisé par la suite. Et donc les personnes qui ont commencé à se dire anarchistes, les premières personnes qui ont commencé à revendiquer le terme anarchiste, c'est un terme péjoratif en principe, c'est comme pour les féministes ou pour d'autres, ils se réapproprient les termes qui sont péjoratifs pour se nommer, un peu par provocation. Et donc les anarchistes qui sont, je ne sais pas si c'est des Français dans la salle ou des Français dans la salle, mais en tout cas les anarchistes, on peut dire que ce sont des personnes qui prennent vraiment au sérieux les principes de liberté, d'égalité et de solidarité, mais réellement, c'est-à-dire qu'ils se disent, et elles se disent, si on est pour la liberté et l'égalité, par exemple, il ne peut pas y avoir d'État. Parce que s'il y a un État, déjà il n'y a pas d'égalité, puisqu'il y a des gens qui nous gouvernent, il y a des gens qui sont gouvernés, donc les gens n'ont pas d'égalité, et puis on n'a pas non plus de liberté parce qu'il y a des gens qui nous imposent des décisions, et puis on n'a pas vraiment de vraie solidarité. Bon, les Français évidemment parlaient de fraternité, mais on n'a pas vraiment de solidarité parce qu'en fait, dès qu'il y a deux groupes comme ça, des gouvernants et des gouvernés, en fait c'est une fausse solidarité entre les deux parce que les deux catégories, les deux classes ont des intérêts en fait différents et voire même opposés, contradictoires. Et donc, les anarchistes ont essayé de voir comment on peut s'organiser. Donc, tout à l'heure, vous aviez des propositions qui en fait, on est construit par des anarchistes ici, qui étaient en fait d'organisations à petite échelle, autogérées, avec des assemblées délibérantes, on prend nos décisions entre soi, il n'y a pas de chef, c'est des communautés, mais en même temps, c'est très important, ce n'est pas des communautés fermées sur elles-mêmes, c'est des communautés qui sont ouvertes vers les autres, qui peuvent être en communication, et les anarchistes ont développé dans les années au milieu du 19e siècle, donc le principe de fédéralisme,
qui est aujourd'hui un peu trop récupéré peut-être par les États et les politiques, et donc on va souvent parler par exemple de réseau, mais c'est un peu la même idée. Donc on est dans des groupes autonomes, mais liés les uns aux autres. Et les anarchistes au 19e siècle développent des réflexions qui font écho à ce qui a été dit par exemple hier sur la dernière séance plus psychologique sur la question de l'entraide. Donc Pierre Kropotkin, par exemple, un anarchiste célèbre, et moi aussi je suis capable de montrer des livres, c'est ce qu'on appelle un PowerPoint primitif, low-tech, et qui ne prend pas trop d'énergie. Et donc, Pierre Kropotkin disait plein de choses, donc il a publié un livre qui s'appelle L'entraide, qui est en fait une sorte de réflexion anti-darwinienne, contre le darwinisme social, en fait, parce que lui a réellement lu Darwin, c'est un géographe, c'est un scientifique, Kropotkin, un anarchiste célèbre aussi, et il disait en fait les gens ont mal lu Darwin. Darwin ne parle pas seulement de la compétition et de la lutte des uns contre les autres, mais il parle aussi de la coopération, et il dit en fait la coopération est un facteur d'évolution et de survie, et vous en avez parlé, donc je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus, mais ce que ça veut dire, évidemment, si les anarchistes sont pour l'entraide et l'aide mutuelle, ils sont aussi en principe contre le racisme, et ils ont tendance à penser qu'il faut abattre les frontières et que l'humanité et la planète, en fait, c'est un grand tout, et que si on se replie derrière les frontières et si on se replie derrière des discours nationalistes qui a peur de l'autre ou qui présentent l'autre comme une menace, ça nous nuit, c'est un prix de solidarité. Par rapport à la question principalement de l'écologie, il y en aurait d'autres, il y aurait d'autres sujets sur lesquels on peut dire la même chose, mais j'ai tendance à dire de manière un peu grandiloquente, parce que j'ai quand même une éducation catholique dans une école publique québécoise, comme ça se faisait à l'époque, que les anarchistes en fait ont été en quelque sorte des prophètes. Des prophètes dans le sens biblique, vous n'attendez pas à ça un dimanche après-midi, des prophètes dans le sens biblique, c'est-à-dire des gens qui sortent dans la rue et qui crient, en fait, qui alertent l'opinion publique, si on peut dire, au sujet de problèmes de la cité, mais surtout en fait des problèmes qui sont liés aux puissants. Les puissants ne servent que leurs propres intérêts, ils sont corrompus, décadents, dangereux, néfastes, et ils entraînent en fait la communauté à sa perte. Et donc les prophètes sont à la fois des gens qui dénoncent les excès des autorités, des gens puissants, que ce soit les rois ou les grands prêtres, et qui annoncent des catastrophes. Et c'est pour ça, évidemment, qu'ils sont persécutés de différentes manières, par les puissants, justement, et leurs hommes de main. Et donc, les anarchistes sont un peu, au sujet de l'écologie, des prophètes qui annoncent, en fait, différentes catastrophes par rapport au capitalisme aussi. Donc, sans faire un cours d'histoire, je vais quand même vous montrer quelques personnages célèbres du 19e siècle qui étaient anarchistes et qui étaient en fait des écologistes, qui étaient même en fait des végétariens, des antispécistes en fait. Louise Michel, par exemple, que vous connaissez peut-être, qui est une des figures célèbres de l'anarchisme français, qui est associée à la Commune de Paris, du 171. Cette semaine, si je ne me trompe pas, où la ville de Paris a été en gestion autonome par rapport au reste de la France, du gouvernement français qui n'était pas très content, et donc a envoyé l'armée qui assure entre 20 000 et 30 000 personnes, selon les chiffres. Donc, c'est ce qui peut en coûter en France, par exemple, qu'on veut vivre la liberté, l'égalité et la solidarité réellement. Et donc, elle était une des héroïnes de la Commune de Paris. Elle a été condamnée à l'exil après. Et elle explique dans son autobiographie, en fait, qu'elle est probablement devenue anarchiste parce qu'en fait, quand elle était petite, elle s'est sentie révoltée face à la cruauté contre les animaux. Elle dit, j'ai transféré en fait ma révolte que je voyais de la cruauté contre les animaux à ce que j'ai vu dans la cruauté contre les pauvres, les personnes faibles, par les autorités et les puissants. Et donc, elle dit, vraiment, chez moi, il y a eu un transfert, mais ma première en fait, sensibilité politique, dit-elle, c'est face à la violence contre les animaux. Je la cite. Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve, du plus loin qu'il me souvient, l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Depuis la grenouille que les paysans coupent en deux jusqu'au cheval qu'on fait épuiser, la bête subit lamentablement le supplice infligé par l'homme. Et plus l'homme est féroce envers les bêtes, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent.
des cruautés que l'on voit dans les campagnes commettre sur les animaux, de l'aspect horrible de leurs conditions, des animaux, date avec ma pitié pour eux la compréhension des crimes de la force, c'est-à-dire les crimes des forts contre les faibles. Et elle raconte souvent des anecdotes par rapport à des situations où elle a sauvé des animaux de la mort ou de la cruauté. Et vous avez un peu la même chose chez Élisée Reclus, qui est un penseur, lui, du coup, un géographe, c'est un des géographes les plus célèbres à l'époque. Il est connu pour avoir développé la notion de géographie sociale. Et on le présente souvent aussi comme un des premiers écologistes. C'était une sommité scientifique à son époque. Et il y a plusieurs livres là qui présentent sa pensée, qui la résument. J'en ai apporté un ici. Et qui lui aussi, en fait, a un texte que vous pouvez trouver en ligne là. Il était très à l'avance sur son temps en termes techniques. Qui date de 1907, qui est sur le végétarisme, où il explique lui aussi pourquoi il est végétariste, mais il fait aussi des analogies entre la cruauté contre les animaux et la cruauté contre les humains. Il dit en fait l'étal d'un boucher où on voit la viande ensanglantée, c'est ce qui nous habitue en fait à la mort, à tuer, et c'est ce qui explique en fait qu'après les soldats peuvent aller dans des pays étrangers massacrer des gens comme si c'était des bêtes. Mais Élisée Reclus, peut-être pour ce qui vous intéresse plus spécifiquement, c'est donc un géographe social qui va apporter une attention très particulière à la destruction de l'environnement. Donc on est en 1900, 1901, 1902, 1903. Il parle déjà, il s'offusque déjà des coupes à blanc en Californie. Il parle déjà qu'on est en train de détruire les poumons de la Terre. Il s'offusque contre la construction de barrages. Il ajoute d'ailleurs à sa réflexion une dimension esthétique, la beauté. Il dit en fait la pollution, c'est pas simplement une question de survie, c'est que ça défigure le pays de notre enfance, si on peut dire comme ça. Bon, moi c'est la rive sud, donc c'est pas très intéressant, mais en fait il y a des gens qui ont eu une enfance un peu plus bucolique. Et il dit, je le cite, lâcher une meute d'ingénieurs dans une vallée charmante, au milieu des prairies et des arbres, sur les rives de quelques beaux fleuves, et ils seront tout fiers de voir la fumée de leur locomotive s'entrecroiser dans le ciel en un réseau malpropre de bandes jaunâtres ou noires. Donc le plaisir de la destruction par les ingénieurs et l'État. Et donc lui, il va faire de façon plus systématique, disons, un lien entre la prise de contrôle sur la nature, sur des êtres humains, et les dominations entre êtres humains, la puissance de l'État et la puissance du capitalisme. Donc pour lui, le problème n'est pas juste le capitalisme, le problème c'est aussi l'État et c'est aussi la volonté de domination en général. Et il dit, si on domine la nature, on domine les humains, si on domine les humains, on domine la nature, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, ça va ensemble. Ça peut même aller jusque dans les familles et dans les relations interpersonnelles. Et donc, il dit, comme solution, et là il rejoint Pierre Kropotkin dans d'autres de ses livres, et d'autres anarchistes qui étaient très optimistes à la fin du 19e siècle, au début du 20e, au sujet de la science. C'était le développement de l'électricité, de la vapeur, de l'eau courante, c'était vraiment des développements technologiques très importants à leur époque. Et ça les rend plutôt optimistes. Et des gens comme Pierre Kropotkin et Élisée Reclus, il y a déjà plus de 100 ans, donc proposaient en fait de repenser la production et le travail, entre autres au niveau de l'alimentation. Ils disaient, en fait, nous avons tous les moyens techniques il y a plus de 100 ans, pour que les villes, par exemple, ne soient plus des mégalopoles qui exploitent les campagnes, mais en fait que nous ayons des capacités d'auto-alimentation dans les villes. Puis là, il y a tout un système de fonctionnement avec l'eau courante, l'électricité, les serres, pour faire pousser une sorte de jardinage urbain ou d'agriculture urbaine avant la date. Et il dit évidemment de repenser la production alimentaire, qui est quand même fondamentale pour la vie, de cette manière. Évidemment, nous aurons pour l'effet de réorganiser complètement le système économique et probablement aussi politique. Et Pierre Kropotkin, déjà à la fin, vers 1900, est contre la mondialisation des échanges marchands, parce qu'il dit que c'est un gaspillage absolument absolu de force de travail, d'exploitation, d'énergie, etc. Et il dit qu'il faut revenir sans être égoïste, sans être nationaliste dans le sens du racisme ou de la fermeture des frontières, au niveau de la production, de ce qui nous est important pour vivre. Il dit qu'il faut revenir sur des bases beaucoup plus locales, parce qu'en fait, ce qui est le moteur de la mondialisation du commerce, déjà en 1900, c'est pas tant nos besoins d'avoir des kiwis l'hiver que des grandes compagnies, des grands cartels, etc., qui tirent profit de ces échanges. Je fais un saut absurde, je vais jusqu'à les années 60-70,
Donc il y a plein de choses que les anarchistes ont fait entre-temps pour se faire massacrer, mais dans les années 60-70, il y en a encore quelques-uns. Et là, ils ne sont pas les seuls. Donc je ne vais pas dire que c'est les seuls à avoir vu le problème. Mais en fait, si vous lisez certains textes d'anarchistes, et évidemment, il y a plein d'anarchistes qui n'étaient pas nécessairement au courant de ces enjeux, mais déjà dans les années 60, et là je vais parler d'un auteur que Simon a mentionné, déjà dans les années 60, donc, vous avez des anarchistes qui vont eux-mêmes ou en s'inspirant de scientifiques annoncer en fait la catastrophe écologique dans laquelle on est aujourd'hui. Ils vont proposer en réaction à cette catastrophe écologique de mener des actions directes, je vais y revenir, du sabotage entre autres, et ils vont proposer certaines solutions. Donc, Simon a parlé tout à l'heure de Murray Bookchin. Il y a d'autres livres, et je pense que vous avez présenté des livres de Murray Bookchin, mais vous avez un livre qui synthétise très bien sa pensée de Vincent Girbet, Murray Bookchin et l'écologie sociale, c'est chez Éco-Société, qui est un livre de synthèse sur sa pensée. Je vais remercier Simon parce qu'il vous a quand même présenté une municipaliste libertaire, ça va me permettre de sauver un peu de temps, mais ce qui m'intéresse avant tout de vous dire par rapport à Bookchin, c'est ce qu'il écrit en 1965. Donc en 1965, dans le journal Anarchy, qui se traduit en français par Anarchie, il dit l'histoire n'offre aucun précédent comparable en ampleur et en gravité, on est en 1965, aux ravages causés par l'homme, ni aux revanches prises par la nature. Revanche en termes de catastrophe naturelle. Depuis le début de la révolution industrielle, le parasitisme de l'être humain moderne ne se limite pas à perturber l'atmosphère, le climat, les ressources hydrauliques, le sol et la faune d'une région. Il corrompt pratiquement tous les cycles fondamentaux de la nature et menace la stabilité de l'environnement à l'échelle planétaire. C'est en 1965. Et il précise la quantité de dioxyde de carbone que dégage chaque année l'utilisation des combustibles fossiles, pétrole et charbon, provoquera la fonte des calottes glaciaires des pôles et la submersion de vastes étendues de terre, toujours en 1965. Et comme je dis, il n'était pas le seul à dire ça, mais quand même, il le disait. Donc, Murray Bookchin, comme Simon l'a présenté, va proposer comme solution une solution plus globale, qui est la solution du municipalisme libertaire, qui s'inspire entre autres, Simon a parlé d'Athènes, la Grèce antique, mais qui s'inspire aussi des communes médiévales. Malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails là-dessus, c'est dommage parce que c'est fascinant et c'est très mal connu, mais dans le livre L'entraide de Kropotkin que vous allez chercher à la bibliothèque tout à l'heure, vous allez avoir un chapitre complet sur les communes du Moyen-Âge, et où les gens fonctionnaient, en fait, il y avait le commun, donc les communes du Moyen-Âge vivaient grâce au commun, les terres communales, le boisé communal, le moulin qui était commun, et chaque année, en fait, dans les communes au Moyen-Âge, chez les habitants, les paysans et paysannes, ils avaient une dizaine, douzaine d'assemblées d'habitants par année où ils prenaient des décisions ensemble. Et donc, Murray Bookchin va dire, dans une perspective anarchiste, où on veut en fait l'autonomie, l'autogestion, une sorte de communisme libertaire, si on pourrait dire, c'est-à-dire qu'on va travailler puis on va vivre ensemble en prenant des décisions ensemble, mais sans qu'il y ait la moustache de Céline, comme disait Simon. Donc on va s'organiser au niveau des villes, des quartiers, avec des assemblées. Et pourquoi c'est écologiste? Parce qu'en fait, il dit, Bookchin, il fait le pari, il dit, si on veut sauver la planète de la destruction, de la catastrophe qu'on prévoit, il faut qu'on revienne à des économies de petite échelle. Donc c'est ce qui explique pourquoi le projet de Bookchin est à la fois un projet de transformation politique et économique, mais il est aussi un projet de transformation qui est lié au rapport de l'être humain avec son environnement écologique. Et donc Bookchin a des propositions pour arriver à ce modèle. Ce que Simon, malheureusement, n'a pas eu le temps de présenter en détail, parce qu'en fait, Simon nous présentait beaucoup de modèles, mais on avait un peu discuté à savoir comment on y arrivait. Et moi, c'est souvent en tout respect pour vous, parce que tout à l'heure, vous avez fait un exercice d'imaginer le monde après l'effondrement. Moi, j'ai souvent un peu je suis souvent un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce qu'en fait, ma compréhension, mais je peux tout à fait me tromper, ma compréhension en fait des grandes transformations civilisationnelles ou institutionnelles au niveau économique ou politique
c'est en fait presque jamais des transformations qui sont liées à une idée. C'est pas quelqu'un qui a eu une idée, puis il a eu un plan, puis il a écrit un livre, puis il a fait une conférence, puis là, le lendemain, les décideurs vont dire « Ah ben oui, en fait, on n'y avait pas du tout pensé. En fait, on va transformer la société, puis en fait, maintenant, ça va fonctionner comme ça. » Et en fait, souvent, en fait, les grandes transformations, pour ce que j'en comprends, qu'elles soient économiques, culturelles, politiques, institutionnelles, elles se produisent dans des situations de chaos et où les élites, en fait, sont en conflit entre elles. C'est très rare si les élites sont d'accord entre elles, les élites politiques, les élites économiques, les élites médiatiques et d'autres, le système va très probablement tenir, même si vous avez la meilleure idée et la meilleure stratégie et les gens les plus motivés, il y a des bonnes chances que vous finissiez en prison et que votre projet soit au bac de recyclage. Vous direz que c'est quand même un gain par rapport à le jeter à la poubelle, mais là on est vraiment dans un réformisme un peu décevant. Et donc, pourquoi je raconte tout ça? Ah oui, c'est ça. Parce que Murray Bookchin, lui, donc, a un projet très développé avec les assemblées d'habitants, etc., les assemblées citoyennes, mais en même temps, il dit, on va y arriver par l'éducation populaire, la publication des conférences, la publication des livres, on veut faire des assemblées populaires avant, puis après ça, on va prendre le contrôle d'élections municipales. C'est possible que ça arrive demain ou après-demain aux États-Unis, là, effectivement. Mais j'ai regardé les nouvelles ce matin, c'était pas encore arrivé aux États-Unis. Et il est possible que ça arrive jamais, même si en fait Bookchin a tout à fait une des bonnes idées, qu'on est d'accord avec ses idées. Par contre, il y a un endroit où les idées de Bookchin sont reprises en ce moment, qui sont chez les Kurdes. Donc les Kurdes s'inspirent du municipalisme libertaire. Ils lui donnent une touche féministe. C'est dans un contexte extrêmement difficile parce qu'en fait, c'est dans un contexte de guerre militaire. Ils reprennent le principe de confédération. Et donc, si vous voulez vous informer un peu sur le confédéralisme chez les Kurdes en ce moment, les Kurdes principalement en haut de la Syrie, donc pas ceux en Irak ou ceux en Turquie, mais en haut de la Syrie, ils s'inspirent explicitement, ils le disent, on s'inspire explicitement de Bookchin. Et vous comprendrez évidemment qu'ils ont réussi à dégager cet espace de liberté politique lié au conflit qu'il y a actuellement. Mais vous comprendrez aussi que demain matin, si les bombardiers des États-Unis les abandonnent, ils pourraient se faire exterminer assez rapidement. Donc, plutôt que de vous parler de projets globaux de refonte de la société d'un point de vue des anarchistes, même si en fait dans l'histoire on a des exemples où des vastes régions ont fonctionné selon des principes anarchistes, comme pendant la fameuse guerre civile espagnole, où on parle de, en fait, c'est des centaines et des milliers de villages en Catalogne, et c'est des dizaines de milliers d'anarchistes, ou en tout cas de paysans et paysannes en Catalogne et en Andalousie qui vivaient selon des principes anarchistes pendant quelques années, et généralement qui ont été écrasés par les armes, donc c'est pas un échec de leur système en termes de fonctionnement, c'est simplement qu'ils ont été vaincus par plus fort qu'eux et elles. Je vais surtout vous parler en fait de quelque chose d'autre qui n'était pas prévu par les organisateurs et les organisatrices, qui est on apprendra d'inviter un anarchiste, c'est l'action directe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, là aussi, les anarchistes sont, disons, en avance, si on peut dire. C'est toujours cette compétition qui est l'idée en premier. Mais en tout cas, dès les années 60, il y a des anarchistes qui disent on n'est pas en train de développer un modèle global de réorganisation de la société, mais par rapport spécifiquement à la question de l'écologie, on a des idées. Donc, je vais vous en nommer quelques-unes, je ne rentrerai pas dans les détails. À Amsterdam, à la fin des années 60, vous avez les provos. C'est un terme qui vient du terme provocation ou provocateur, et donc ils avaient pris ce terme pour s'auto-désigner, les provos. Et entre autres choses, ils faisaient des manifestations et d'autres happenings. Mais ils ont commencé en fait à mettre un peu partout dans la ville des vélos peints en blanc, pas comme pour Montréal, pour célébrer la mémoire de quelqu'un qui a été tué en vélo, c'est ce qu'on fait à Montréal. Mais là, c'était des vélos en fait qui étaient en accès libre, pas de cadenas, gratuits, c'est des anarchistes, donc il n'y a pas de question de profit. Et il le disait explicitement, c'était pour réduire le nombre de voitures et pour permettre aux gens de se déplacer de manière écologiste. Vous serez rassurés de savoir que la police d'Amsterdam, évidemment, saisissait ces vélos, puisqu'il était évidemment illégal de laisser des vélos non cadenassés à Amsterdam. Vous imaginez le problème absolument ingérable si on commence à faire ça. Et donc les vélos des provos ont été éliminés, jusqu'à ce que 30 ans plus tard, les compagnies privées, en partenariat avec les villes, reprennent le même système, mais cette fois-ci, il faut payer. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire du profit avec ça.
C'est donc les Dixie, Vélib et tous ces autres trucs. Ça, c'est les années 60. Il y aurait évidemment d'autres projets à mentionner. Dans les années 80, fin des années 70-80, pour les jeunes, je vous rappelle qu'il y avait des punks, en fait, à l'époque. Et dont le slogan était d'ailleurs, devrait vous séduire. Leur slogan, c'était No Future. Et donc, vous, c'est effondrement. Eux, c'était No Future, mais on voit très bien que ça, vous pouvez vous entendre avec les punks. Il y avait deux problèmes pour les punks. Ben, en fait, il y en avait plein, mais dont la police, mais il y avait deux problèmes pour les punks précisément dans les années 80. Il y avait en fait la conviction que la planète foutait le camp, avec des phénomènes comme les pluies acides et d'autres phénomènes précis de cette époque. Et puis, il y a quelque chose, un problème qui a été complètement oublié par la majorité des personnes maintenant aujourd'hui, qui sont la possibilité, en fait, que, sans qu'on le sache vraiment, il y a un immense éclair dans le ciel et que la ville soit rayée de la carte par une guerre nucléaire. Ne vous inquiétez pas, les bombes atomiques sont encore là, mais c'est simplement qu'on pense qu'elles n'y sont plus. Il y a encore des milliers de bombes, en fait, un peu de tous les côtés. Et Montréal est très probablement ciblé déjà dans des logiciels de ciblage. De toute façon, c'est très simple. Comme disait mon professeur Michel Fortman à l'époque, vous n'avez qu'à prendre une carte du monde. Si on sait que les États-Unis ou l'OTAN a des milliers de bombes atomiques et l'URSS a des milliers de bombes atomiques, prenez une carte du monde et essayez de trouver 1000 cibles. Vous allez voir, vous allez probablement arriver jusqu'à cibler Repentigny et Drummondville. C'est des milliers de cibles qui sont prises, qui sont préprogrammées, donc très certainement Montréal est là-dedans. Et donc les anarchistes à l'époque disaient No Future, parce que les punks anarchistes disaient No Future en raison de la peur de la guerre nucléaire, des désastres nucléaires aussi liés au nucléaire civil et de la guerre atomique. D'ailleurs, Michel Fortman, qui est maintenant à la retraite, sort un livre dans quelques semaines qui s'appelle Le retour du risque nucléaire. Et donc, de ces réseaux, punk ou pas punk, mais des années 70-80, de cette peur, en fait, par rapport à la survie de la planète, de cette peur du nucléaire aussi, vous avez eu en fait des réseaux qui sont anarchistes ou anarchisants, c'est-à-dire qui fonctionnent avec des principes anarchisants sans nécessairement se promener avec des drapeaux rouges et noirs et des patchs et des t-shirts anarchistes, mais qui fonctionnent de manière anarchiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, c'est décentralisé, les gens prennent leurs décisions de façon autonome, agissent collectivement, ils agissent directement aussi, n'attendent pas, n'espèrent pas de la part des partis ou de l'État de régler les problèmes, peuvent être conscients qu'en fait ils n'ont pas la solution parfaite parce qu'on n'est pas très nombreux, mais qu'au moins on a l'impression d'avoir une prise sur le réel. Et donc bien avant Extinction Rebellion par exemple, vous allez avoir dans les années 70-80 des groupes anarchisants qui vont se mettre en place comme Animal Liberation Front, donc Front de libération des animaux, et Earth First, Terre Première. Donc deux groupes qui sont très similaires mais en même temps avec une priorité un peu différente. Animal Liberation Front, comme son nom le dit, c'est la protection, le sauvetage des animaux. Ils vont mener en fait beaucoup d'actions directes de sabotage. Ils vont par exemple attaquer des laboratoires de compagnies pharmaceutiques qui font des tests sur les animaux. Ils vont libérer en fait des milliers d'animaux qui sont parqués pour produire des vêtements par exemple. Ils vont attaquer des magasins McDonald's. Ils vont attaquer des boucheries industrielles. Donc ça, c'est Animal Liberation Front. C'est malheureusement juste en anglais, mais vous pouvez aller sur leur site internet. Ils décrivent en fait leur mode d'organisation, qui est un mode en fait anarchiste. Je pense que j'ai pris en note un peu leurs principes. Le Front de libération des animaux est conçu de petits groupes autonomes, des cellules. Il n'y a pas de contact entre les unes et les autres, donc parce que c'est des actions illégales, vous aurez compris. Donc il ne faut pas que les uns et les autres sachent qui est dans les autres groupes pour éviter l'infiltration et la répression policière, ou la limiter en tout cas. C'est non hiérarchique. Et ils disent chaque personne ou chaque groupe qui accepte les principes généraux d'Animal Liberation Front peut mener des actions en disant c'est Animal Liberation Front. Et le site web d'Animal Liberation Front en fait une compilation. Donc, c'est l'idée d'agir ici et maintenant, mais directement et dans la confrontation pour créer des rapports, un rapport de force. Vous avez eu des occupations de chantiers de centrales nucléaires. Vous avez eu ça en Allemagne, vous avez eu ça au Massachusetts, par exemple. Vous avez eu ça au Massachusetts.
Là, on parle de... c'est des milliers. Dans le cas de l'Allemagne, il y a une occupation de plus de 30 000 personnes qui participent à l'occupation d'un chantier qui va après être occupé pendant plus d'1 an. Et aux États-Unis, ça va être, entre autres, il y en a plusieurs, mais c'est la Clamshell Alliance, donc l'Alliance de la palourde, qui, contrairement à ce que son nom indique, en fait, n'était composée d'aucune palourde, en fait, mais c'était pour détourner l'attention de la police, mais ils ont mis les plongeurs dans la baie. Parce qu'en fait, ils avaient étudié que la construction d'un réacteur nucléaire à Seabrook aurait en fait des effets sur la baie et aurait un effet sur la population de palourdes, en fait, d'où le nom Clamshell Alliance. Et là aussi, vous avez eu des actions qui sont inspirées de ce qui s'est passé en Allemagne. Et ils sont rentrés sur le site du réacteur. En fait, ils avaient une formation à la désobéissance civile. Et on a eu, par exemple, en 1977, c'était 2500 participants, il y a eu 1400 arrestations. 1400 personnes ont accepté d'être arrêtées, se sont portés volontaires pour être arrêtés. Il y en a qui sont restés plusieurs semaines en prison. Et une fois en prison, ils faisaient ce qu'on appelle du jail resistance, c'est-à-dire de la résistance en prison. Donc, ils avaient prévu d'être arrêtés, ils avaient formé des groupes d'affinité. Et ils s'étaient dit, nous, on va en fait continuer notre combat une fois arrêté. Il faut qu'on reste arrêté le plus longtemps possible parce que ça va devenir un symbole politique. Et donc, par exemple, ils n'avaient pas de pièce d'identité sur eux et elles, et donc la police ne pouvait pas les identifier, donc ils étaient en prison, mais ça a pris du temps avant de pouvoir procéder à leur identification, ce qui enrayne le système d'injustice. Et ils étaient en groupe d'affinité aussi à l'intérieur, donc ils s'entraidaient à l'intérieur. Donc ça, c'est des exemples de modes d'organisation. Les Clamshell Alliance fonctionnaient également par consensus, pas de chef, autonomie, action volontaire, donc personne n'est obligé de participer à l'action. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'être arrêté, on va trouver, il y a certainement d'autres tâches qui peuvent être faites. Vous n'êtes pas des soldats, on ne vous oblige pas à faire ceci ou cela. Et donc ça, c'était spécifiquement contre le nucléaire. J'ai parlé d'Animal Liberation Front, Earth First, qui est un peu similaire. Lui aussi a mené des actions directes. C'est moins spécifiquement sur les animaux. Donc, ils ont brûlé, par exemple, des chantiers immobiliers de condos. Ils ont fait du sabotage de matériel de compagnies qui font de la déforestation pour construire des routes, par exemple, ou des complexes immobiliers sur la côte ouest. Ils sont beaucoup basés sur la côte ouest, d'ailleurs, aux États-Unis. Ils ont brûlé des véhicules inutilitaires sport chez des concessionnaires la nuit. Et là aussi, vous avez une plateforme web là, qui présente leurs actions. Et les anarchistes, évidemment, vont aussi être en solidarité, plus ou moins directe d'ailleurs, parce que ça pose des enjeux de respect de l'autonomie politique. Mais avec des groupes autochtones qui, comme vous le savez probablement, en fait, mènent des actions d'occupation tout à fait intéressantes dans des perspectives écologistes, entre autres, et de défense de leur territoire, au Canada et en Amérique et aux États-Unis, en Amérique du Sud aussi d'ailleurs. Standing Rock étant un cas exceptionnel, mais au Canada, vous en avez plusieurs cas d'occupation. Et les Autochtones sont dans une position un peu particulière au Canada, entre autres, parce qu'à la fois, c'est une population stigmatisée qui peut subir une forte répression, mais ils ont un petit avantage sur les punks anarchistes, c'est qu'ils ont en fait leur traité leur terre ancestrale. Et donc ça joue une sorte de rapport de force symbolique avec les autorités canadiennes qui n'osent pas toujours y aller, puis quand ils y vont, ils savent qu'ils peuvent avoir des plaintes au niveau international, etc. Alors qu'évidemment, si vous êtes 8-9 étudiants en sociologie de l'UQAM et que vous faites la même occupation, ça risque de durer un peu moins longtemps. Et vous allez avoir beaucoup moins d'appui international. Et donc ces anarchistes ou ces personnes anarchisantes, elles n'offrent pas nécessairement un modèle, quoique si on parlait avec certaines d'entre elles, elles ont peut-être un modèle de leur monde idéal, comment on pourrait se réorganiser politiquement et socialement. Mais en tout cas, ici et maintenant, elles mettent leur énergie, leur temps et leur réflexion au service de l'action directe dans des petits groupes autonomes, ce qu'on appelle des groupes d'affinité, donc c'est-à-dire des gens qui ont des affinités, des personnes qui ont des affinités entre elles, qui se font confiance, c'est d'autant plus important évidemment si vous faites des actions illégales, qui se font confiance, qui sont pas nécessairement des groupes publics, qui peuvent être
publics, mais qui ne sont pas nécessairement publics, qui sont plus ou moins reliés les uns aux autres, qui peuvent aussi se retrouver dans des actions globales ou mener des actions individuelles, et qui sont évidemment sur des principes anticapitalistes et de défiance envers l'État. Et donc cet État, il a, depuis plusieurs années, réagi de façon absolument incroyable, parce que vous avez eu des discussions et des réflexions à savoir, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'État? Est-ce que l'État peut nous aider dans le cas d'un effondrement? Est-ce qu'il y aura encore un État? Est-ce qu'on peut changer l'État? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'État, il agit très certainement contre les personnes qui s'inquiètent de l'effondrement possible. Et aux États-Unis et même au Canada, la GRC, l'École nationale de police de Nicolette et d'autres organisations policières ont un qualificatif absolument ridicule pour parler de ces activistes dont je viens de vous parler. Ils parlent d'éco-terrorisme. Et donc, au début du 21e siècle, après le 11 septembre 2001, j'imagine que vous en avez entendu parler, c'est bon? Viendrez me voir après si jamais vous voulez des détails, mais... donc, alors que les États-Unis ont été attaqués le 11 septembre 2001 par 4 avions détournés qui ont détruit des gratte-ciels et qui ont provoqué à peu près 3000 morts, il y a des commissions sénatoriales aux États-Unis où la haute direction du FBI se présente et disent que la principale menace intérieure présentement, c'est l'éco-terrorisme. Et il mentionne quel groupe? Il mentionne Animal Liberation Front et Earth First, qui n'a jamais tué personne, en fait, à part des autos. Et des vitres et des choses comme ça, mais... et donc, vous avez une réaction de l'État totalement disproportionnée. Vous avez des gens d'Animal Liberation Front et de Earth First qui ont été pris et qui ont eu des condamnations extrêmement sévères, des 10-15 ans de prison pour simplement de la destruction de propriétés relativement mineures. Si on compare ça avec, par exemple, l'effondrement de la civilisation ou une centrale nucléaire ou la destruction de l'environnement ou la contrainte du temps, on n'est vraiment pas dans la même échelle. Mais les autorités sont extrêmement énervées contre les écologistes d'action directe et vous savez qu'en Amérique du Nord, au 21e siècle, évidemment, quand vous êtes qualifié par l'État de terroriste, c'est très problématique pour vous. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Donc je vais finir là-dessus, parce que de toute façon, on va bientôt me couper le courant, mais simplement pour vous dire, donc c'est pas en fait des projets de système politique alternatif, mais c'est évidemment des projets d'action politique alternative qui est lié, je pense, aux préoccupations que vous avez. Je ne vous dis pas de faire la même chose que les groupes que je vous ai présentés maintenant, c'est simplement pour rajouter à la réflexion, comme je disais au début, c'est simplement partager avec vous quelques informations, réflexions ou faits ou connaissances pour aider à animer ou stimuler la réflexion et la discussion. Aujourd'hui, on a évidemment des mobilisations, j'ai parlé de Extinction Rebellion, le mouvement des jeunes, la grève du 27 septembre. Le mouvement de la jeunesse, c'est intéressant d'ailleurs parce que chez les anarchistes, je l'ai mentionné rapidement au début, la question de la pédagogie. Les anarchistes, en principe, je ne dis pas qu'ils y arrivent tout le temps, mais en principe, dès le milieu du 19e siècle, considèrent que l'enfant doit être considéré comme un être humain autonome et qu'on doit en fait favoriser son autonomie, qu'on ne doit surtout jamais exercer de contraintes physiques ou de disciplines physiques et qu'on doit, et en fait les premières expériences pédagogiques des anarchistes avançaient en fait des principes qu'on retrouve maintenant aujourd'hui dans l'éducation alternative. Mais en tout cas, ce mouvement de la jeunesse, il est très encourageant. Évidemment, il s'adresse beaucoup aux autorités politiques. Extinction Rebellion, pour ce que j'en comprends aussi, en tout cas je suis allé voir les sites et les déclarations, etc., on s'adresse aux autorités politiques. C'est quelque chose que probablement des anarchistes ne feraient pas, ils seraient plutôt dans des actions de blocage, de contestation, sans porter des revendications. Mais clairement, il est possible, et j'arrête là-dessus, et ça a été mentionné à une ou deux reprises pendant la journée, de tout de suite, en fait, former des groupes d'affinité, de se lancer dans des réflexions ensemble selon ce que les gens veulent faire. Vous avez une liste maintenant Facebook ou Twitter ou je ne sais pas de quoi, ou Telegram ou de pigeons voyageurs, mais avec évidemment un ensemble de mesures de sécurité. Si vous voulez, si vous dites, ah oui, c'était super ce qu'il disait sur brûler des voitures, bon, ben, peut-être vous ne faites pas ça sur Facebook ce soir en arrivant avec le groupe de tout le monde, là. C'est pas une bonne idée en termes de sécurité.
Mais clairement, vous avez ici un bassin de personnes où vous pouvez vous regrouper par affinité, c'est-à-dire est-ce que les gens ont plus envie de faire un cercle de lecture pour tous les livres que Simon vous a présentés et réfléchir à ça? Moi, je pense que vous avez besoin d'être plus qu'une personne pour ça. Et donc, le cercle de lecture pourrait être une bonne idée, peut-être même un carré de lecture ou un rectangle de lecture. Vous pouvez avoir envie de ne pas aller tout seul à la manifestation du 27 septembre et donc former un petit groupe d'affinité pour aller à la manifestation du 27 septembre, se voir avant, peut-être faire une bannière ou quelque chose comme ça, puis après ça, faire d'autres choses, ou vous rencontrer pour discuter tout simplement de qu'est-ce que vous avez envie de faire, au-delà de ces idées. À plusieurs reprises, il a été mentionné l'idée des assemblées de quartier, j'arrête vraiment avec ça. Et moi, je me rappelle en 2012, par exemple, pendant la grève étudiante, pour les personnes qui s'en rappellent, les personnes qui ne connaissent pas la grève de 2012, c'est comme le 11 septembre, mais différent. À un moment donné, quand il y avait eu la loi spéciale, il y avait des gens qui avaient appelé des assemblées de quartier. Les assemblées de quartier ont duré un certain temps, mais il y a des gens qui se sont rencontrés là-dedans, qui ont fait différentes choses avec les assemblées de quartier. Donc, on n'a pas toujours besoin d'attendre. Évidemment, et je finis vraiment avec ça pour après avoir essayé de motiver les troupes, je vais quand même un peu vous démotiver, il faut pas, demain c'est lundi, il faut aller travailler là. Mais évidemment, tout ce que je viens de vous mentionner, ce sont des expériences et des projets qui ont évidemment, qui ne sont pas parfaits, qui ont évidemment un fort potentiel d'échec, je ne sais pas si on pourrait dire ça, en tout cas l'échec, c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète nécessairement, mais en tout cas qui sont pas, si vous formez un groupe d'affinité, il est possible que dans 4 mois, il n'existe plus, que les gens se désengagent et font d'autres choses, donc vous allez écouter, vous allez dire, bon, finalement, l'anarchisme ne fonctionne pas, mais ne vous inquiétez pas, le système non plus. Donc, il y a deux questions qui sont plus... qui portent sur des travaux intellectuels. Donc, on me demande qu'est-ce que je pense de Chomsky et ses affinités avec le mouvement anarchiste. Donc, très rapidement, il s'est exprimé là-dessus dans des petits livres publiés chez Lux sur l'anarchie, en fait. Et donc, vous pouvez aller voir directement ce qu'il dit. Lui s'identifie généralement... Noam Chomsky, donc, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un prof, un intellectuel au MIT à Boston, qui est entre autres très critique de la guerre, de l'impérialisme capitaliste américain, etc. Des médias aussi, mais qui se présente comme sympathisant de l'anarchisme et en grande partie de l'anarcho-syndicalisme, donc lié avec le syndicalisme. Et c'est lié en fait à ce qu'il dit que c'est lié à son histoire personnelle, parce que c'est un peu comme à Montréal, au début du XXe siècle, en fait, les premiers anarchistes à Montréal, en fait, ce sont des immigrants et des immigrants juifs qui arrivent, en fait, qui suivent, en fait, qui fuient la misère. C'est généralement des paysans et des paysannes qui fuient la misère, en fait, en Ukraine ou en Russie, et aussi la répression liée à la première révolution russe de 1905. Et ils s'installent à New York, ils s'installent à Montréal, sur la Maine, en fait. Ils s'installent au Brésil, en Uruguay, etc. Et ils arrivent avec des expériences militantes et ils arrivent avec un bagage anarchiste et ils publient des journaux anarchistes, ils ouvrent des librairies anarchistes, ils font venir des conférenciers anarchistes. Et Chomsky, lui, à New York, est dans ce type de filière familiale. Mais Chomsky dit, c'est important, et probablement je vais rassurer plusieurs personnes ici, même si je ne vous connais pas, il dit il faut être anarchiste, mais il faut aussi voter. Position avec laquelle je ne suis pas d'accord, pour faire de la pub un peu, dans un mois et demi, je sors un livre sur l'abstention, puis dans le livre sur l'abstention, j'essaie d'expliquer entre autres pourquoi les élections et l'action directe, les élections et voter et participer à des mouvements sociaux, on dit toujours, ben, on peut faire les deux, dans le fond, pourquoi ne pas faire les deux, c'est la position de Chomsky, ça s'additionne, et moi je pense en fait que ça se soustrait, c'est-à-dire qu'il y a toute l'énergie mise dans l'élection, est en fait un immense gaspillage en général, mais est aussi un immense gaspillage pour les mouvements sociaux. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire en termes de mouvements sociaux autonomes si on avait les millions de dollars et les milliers d'heures, des centaines de milliers d'heures mis par des bénévoles, des volontaires, les locations d'autobus, de salles, de publicité, d'affichage. C'est hallucinant l'argent qui passe là-dedans, dont dans des réseaux progressistes. Vous avez entendu parler de Québec solidaire peut-être, ou du NPD, qui en fait, dans Chacun Maisonneuve et autres, ont l'habitude très curieuse de, quand arrivent les élections, de demander aux anarchistes qui sont leurs amis de venir poser des affiches avec eux. Mais curieusement, Québec solidaire est rarement en train de financer des actions anarchistes.
Donc c'est un peu un deal à sens unique, et donc dans ce sens-là, pour moi, ça ne s'additionne pas. C'était pas ça le sens de la question, mais c'est pas grave. On me pose une question sur le comité invisible, je vais l'écarter parce qu'il faudrait expliquer qu'est-ce que le comité invisible aux gens dans la salle et tout, puis si jamais vous voulez vraiment savoir ce que je pense du comité invisible, vous pouvez m'écrire un courriel. Ouais, bref. C'est un comité invisible qui est en France et qui est proche des réseaux insurrectionnalistes et qui a subi une très forte répression par ailleurs, tout à fait ridicule d'ailleurs. On me demande la question de l'échelle, qui est une question qui revient souvent, et on me demande aussi, donc la question de l'échelle, est-ce que c'est la même chose qu'une démocratie participative dans un État, ou est-ce qu'il faut absolument que ça soit local, ou comment ça pourrait fonctionner à l'échelle d'un pays? Donc ça, c'est une question qui revient souvent quand on parle d'anarchisme. Il y a deux questions qui reviennent souvent quand on parle d'anarchisme. Il y a cette question-là sur l'échelle. On me demande souvent comme, oui, mais la Chine, comment la Chine pourrait fonctionner de manière anarchiste? Et généralement, je dis à la personne, rassure-toi, tu vas mourir et la Chine ne sera pas en train de fonctionner de façon anarchiste, donc il n'y a aucun problème, là, c'est un faux problème. Les gens en Hong Kong, ils ne demandent pas du tout l'anarchie, puis ils ont des problèmes, là, donc... et on pose souvent aussi la question de la nature humaine. Heureusement, vous ne me l'avez pas posée, à savoir est-ce que l'anarchisme est incompatible avec la nature humaine. Mais, pour ça, vous allez lire l'entraide de Kropotkin. Pour l'échelle, je vous ai parlé trop rapidement de la question du fédéralisme. Donc, les anarchistes en général, j'aurais tendance à dire presque tout le temps, considèrent probablement que les pays, ce qu'on appelle les pays, et donc les nations, aujourd'hui, probablement c'est une construction sociale, historique, économique, politique, et disent, oui, mais non, mais ça c'est sûr que si en fait la communauté dont on parle, on l'imagine comme étant 8 millions de personnes sur tout le territoire du Québec, ou 35, 36, 37 millions au Canada, ou 350 millions aux États-Unis, etc., mais c'est sûr que on ne peut pas rentrer tous ces gens-là dans un stand pour faire une délibération ensemble, puis prendre une décision. C'est sûr que ça ne fonctionne pas, mais cette communauté qu'on nous dit qui est une nation, qui est dans un pays, c'est une construction sociopolitique, c'est une construction économique, c'est une construction linguistique, c'est une construction juridique, et une construction même culturelle, avec les symboles, le drapeau, les timbres, les statues, la reine, Elisabeth II, tout ça, bon. Et les anarchistes disent, c'est sûr que si on reste emprisonné dans ce modèle-là, on ne peut pas avoir l'anarchie, on ne peut même pas avoir la démocratie directe, à moins que ce soit vraiment un système compliqué de décentralisation, mais il va toujours avoir des gens en haut, parce que c'est un système trop gros, et qui est conçu pour les gens d'en haut. Ces grands ensembles, ils sont conçus pour les gens d'en haut, ils ne sont pas conçus pour les gens d'en bas. Et donc les anarchistes, et comme les partisans de la vraie démocratie directe, vont dire non, non, il faut retourner aux communautés locales, que ce soit le lieu du travail, ou le lieu de vie, ou le lieu de l'engagement politique. On a des vraies relations politiques quand on est face à face avec des gens et qu'on communique avec eux, mais comme j'ai dit, il y a le principe fédéral, ou de réseau, qui permet en fait, si c'est au niveau du travail, ou si c'est au niveau de décisions liées à l'environnement, ou si c'est lié au niveau de la mobilisation, ou si c'est lié au niveau des arts, ou au niveau vous êtes collectionneur de timbres, je n'en sais rien, vous pourrez être dans des fédérations de collectionneurs de timbres et vous pourrez avoir des contacts avec d'autres personnes qui font les mêmes choses, vous pourrez même échanger vos timbres. Par la poste. C'est fou. Et donc, oui, l'anarchie, comme je la conçois, et la démocratie directe, ça se passe à petite échelle. Et je pense que les gens aujourd'hui ont encore cet appétit-là, malgré ce qu'on en pense souvent avec les nouvelles technologies, etc. C'était un constat de certains de mes collègues à l'UQAM lors de la grève de 2012, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à ne pas confondre avec le 11 septembre, qui disaient, c'est fou, mes étudiants et étudiantes, quand je leur enseigne, ils ne m'écoutent pas, ils sont tout le temps sur leur téléphone, mais maintenant qu'ils sont en grève, ils ne sont plus sur leur téléphone, surtout dans les amphithéâtres, en train de parler entre eux et tenir des assemblées. Et donc, en fait, même s'il y a cette obsession du réseau virtuel et de la non-disponibilité à être présent à l'autre, en fait, quand il y a des crises politiques, comme la grève de 2012, ou les gilets jaunes en France, ou des crises économiques en Argentine, ou ailleurs, la première chose que les gens font généralement, c'est de trouver des lieux où ils se rassemblent physiquement pour être face à face et avoir des discussions ensemble, les indignés, le printemps, ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est toujours des grandes assemblées populaires, c'est ce que les peuples font quand il y a une crise, quand il y a un effondrement. Là, j'ai 8 questions
l'action directe, la violence, la police. Et donc, je vais les prendre ensemble en faisant un commentaire plus général, disons, là, je ne répondrai pas nécessairement à... Mais l'action directe, on me demande qu'est-ce que l'action directe? L'action directe, c'est donc une anarchiste de la fin du 19e siècle, Voltairine de Cleyre. Voltairine de Cleyre a écrit un texte sur l'action directe qui se retrouve en ligne, elle aussi est en avance sur son temps, et sur le web. Et l'action directe, elle distingue de l'action indirecte. Pour elle, l'action indirecte, c'est tout ce que politiquement est fait en notre nom par d'autres personnes que nous. Évidemment, elle pense aux élections. Donc ça, c'est de l'action indirecte. Donc quand François Legault dit je parle au nom du Québec, ben ça, c'est de l'action indirecte. Il prétend qu'il parle en notre nom dans l'ensemble. Et quand François Legault dit c'est comme ça qu'on vit au Québec, ben c'est de l'action indirecte. Puis probablement qu'il y a des gens qui ne vivent pas comme ça au Québec. Par définition, c'est d'ailleurs l'objet du conflit, c'est qu'il y a des gens qui ne vivent pas tout le temps comme ce que pense Legault. Donc ça, c'est l'action indirecte. Et donc, l'action directe, c'est quand vous agissez vous-même politiquement. Voltairine de Cleyre parle évidemment des grèves, des manifestations, des actions de sabotage. Elle donne en exemple, on était à la fin du 19e siècle, donc des actions de sabotage par rapport à la période de l'esclavagisme qui vient juste de se terminer aux États-Unis. Elle parle de mobilisation de femmes à New York, entre autres, qui se rébellaient contre les prix absolument inadmissibles au niveau de la nourriture. Elle parle, bref, elle donne plusieurs exemples, mais c'est ça l'action directe, c'est quand vous agissez vous-même directement, de manière autonome aussi, que vous n'êtes pas obligé d'agir, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le soldat de quelqu'un d'autre qui vous force à obéir. Et donc, on me demande pourquoi l'anarchie a une réputation si terrible. C'est parce que justement, elle procède de l'action directe, et donc elle déplaît à toutes les autorités. Et en fait, l'anarchie, un de ses problèmes, en fait, c'est justement ça, c'est qu'en fait, elle est contre tout le monde, et donc tout le monde est contre elle. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils perdent tout le temps. Parce qu'en fait, l'anarchie, de façon la plus cohérente possible, elle est en fait contre toutes les formes de domination. Donc, ça veut dire qu'elle a énormément d'ennemis qui sont énormément puissants. Il y a la domination de l'État, il y a la domination de l'armée, de la police, la domination des patrons, et même s'il y a des anarchistes qui peuvent avoir des positions ou des comportements racistes ou sexistes ou lesbophobes, etc., mais en principe, l'anarchisme est aussi antisexiste, elle est antipatriarcale, elle est aussi en principe antiraciste. Je vous ai parlé des luttes en soutien ou en appui aux réfugiés, par exemple. Et donc, oui, elle a mauvaise réputation. Puis, évidemment, il y a le mot lui-même, qui, en fait, dans le sens commun, l'anarchie, ça semble évoquer le chaos. Moi, j'ai une science politique, j'ai 35 collègues à l'UQAM, au moins une trentaine considèrent que l'anarchie, c'est un système sans État, et donc c'est le chaos. Et le chaos, dans le chaos, les gens meurent, se mangent entre eux, font bouillir les enfants et tout. Et donc, ça a une mauvaise réputation aussi parce que plusieurs personnes, en fait, considèrent en fait que l'anarchie est quelque chose d'impossible comme projet positif. Il y a des gens qui disent c'est inimaginable. Je reviens à la question de la nature humaine. Ça va à l'encontre de l'entendement de penser qu'on peut fonctionner comme sans État, sans patron, sans autorité morale, par exemple. Et les gens pensent que l'État a toujours existé, ce qui est évidemment complètement faux, et qu'il y a toujours eu des chefs, ce qui est évidemment totalement faux. Vous lirez en fait des écrits, entre autres, de l'historien Huron-Wendat, Georges Sioui, sur les Autochtones d'ici. Il explique très bien que ce qu'on appelle le chef autochtone n'est pas un chef, en fait, c'est une sorte d'animateur culturel. Et ce qui a créé certains malentendus, d'ailleurs, avec les autorités françaises qui pensaient avoir un deal avec le chef au niveau des prix des pots de castor, par exemple. Mais quand il retournait dans son village, les gens disaient non, mais t'es malade, là, on s'est fait complètement avoir avec ton deal. Et donc, en fait, les pots de castor n'étaient pas vendus au prix privé. Et les chefs autochtones, d'ailleurs, c'était des chefs, entre autres, des chefs civils, des chefs guerriers. Les chefs guerriers autochtones sont très intéressants parce qu'en fait, ils doivent convaincre à chaque fois leurs guerriers de faire la guerre avec eux. Mais si les guerriers ne veulent pas faire la guerre avec eux, vous avez une des guerres menées par Geronimo, ils étaient 3. Et ils ont perdu. Ce qui m'amène à la question de la violence. Donc on pose la question de l'action directe, la violence et la non-violence.
juste pour terminer sur la question de la guerre, ce qui est évidemment un système complètement différent aujourd'hui, parce qu'en fait, nous aujourd'hui, on a des chefs qui déclarent des guerres, mais ne les font jamais. Et si les gens qui doivent faire la guerre au nom des chefs ne font pas la guerre, ben, ils peuvent être très sévèrement punis. En fait, ils peuvent avoir des sanctions extrêmement fortes. Et quand les chefs vont sur les champs de bataille, c'est évidemment avec des caméras pour se faire prendre en photo. Avec des joues. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des changements possibles sans violence? C'est la question de la violence et de la non-violence. Et dans le contexte de la désobéissance civile, comment distinguer violence et non-violence et comment pas être infiltré par la police? Peut-être l'infiltrateur pourrait nous le dire, en fait, mais je ne vais pas répondre à sa place, ce serait un peu arrogant, mais moi je vais devoir partir, mais pour y faire un petit groupe de discussion avec cette personne, demander aussi combien est payé, tout ça, c'est toujours des informations intéressantes. Donc, il y a une distinction de violence et non-violence. Ça, je pourrais en parler vraiment pendant des heures parce que c'est une passion, c'est même une obsession, en fait, c'est une pathologie chez moi, mais je vous renvoie à un livre qui s'appelle Comment la non-violence protège l'État de Peter Gelderloos, qui est un anarchiste des États-Unis, qui vient de faire traduire en français un autre livre qui est plus proche d'une analyse critique de la non-violence des mouvements Occupy et ce qu'on a appelé le printemps arabe. Mais son premier livre, qui est un petit pamphlet sur comment la non-violence protège l'État, était plus lié à ses expériences du mouvement altermondialiste, Seattle, etc., autour de 2000. Et il avance des réflexions très intéressantes sur cette question de la violence et de la non-violence. Et voilà, donc vous pouvez aller voir ça, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, ma conviction, c'est qu'en fait, les mouvements sociaux s'empêtrent dans d'interminables discussions éthiques et dans des clivages et dans des exclusions et des fractures liées à la question de la violence et de la non-violence. Il y a une exigence éthique tellement élevée qui est complètement, pour moi, contre-productive. Et donc, je vous ai donné l'exemple de Clamshell Alliance, mais je ne vous ai pas dit pourquoi Clamshell Alliance, en fait, l'année d'après, n'avait pas réussi à refaire son action d'occupation du chantier nucléaire. C'est qu'en fait, Clamshell Alliance a éclaté, et Bookchin est proche de ce mouvement, il a d'ailleurs été traumatisé par ça, a éclaté parce qu'en fait, il y avait des anarchistes d'un collectif qui proposait, en fait, parce que l'année suivante, évidemment, le chantier avait été entouré de clôtures, et donc il y avait des anarchistes qui avaient proposé d'apporter une pince pour entrer sur le chantier, pour faire l'occupation, pour être arrêtés. Et donc, les gens de Clamshell Alliance avaient en fait une base de leur principe, c'était la non-violence. Et en fait, il y a des militantes qui ont commencé à dire, ben non, en fait, la pince, c'est violent. Et je vous rappelle que c'était pour se mobiliser contre la construction d'un réacteur nucléaire. Et donc cette anecdote de la pince, qui peut avoir l'air totalement absurde, il y avait des arguments sur la question de la pince, c'est que si on rentre de façon illégale, si on coupe la clôture, la police va arriver, ils vont nous lancer des gaz lacrymogènes, il y aura moins de monde qui vont être là, les gens vont avoir peur, on va apporter une pince, etc. Mais vous comprenez que la discussion sur la violence et la non-violence d'un groupe militant, là, ça peut porter sur une pince qui va couper une clôture en métal. Et pendant ce temps-là, l'autre gang, ils utilisent des drones, ils assassinent du monde, ils mettent des gens en prison, ils déportent des gens, ils séparent les familles, ils détruisent la planète, et ils n'ont pas l'air d'avoir trop de groupes d'affinité, de groupes de parole où ils discutent à savoir si c'est violent ou pas violent. Ils ont l'air pas mal tout le temps d'accord, et ils nous expliquent tout le temps en fait que c'est très dur pour leurs professionnels, qui travaillent d'ailleurs de façon très professionnelle, les policiers, mais dans des conditions très difficiles, et ils sont toujours satisfaits du travail des policiers, des soldats évidemment, et donc moi, je me dis, il y a un déséquilibre qui nuit au rapport de force. Donc après ça, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de plan stratégique, je ne vais pas vous dire de faire ceci ou cela par rapport à ceci. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une sorte de non-violence dogmatique, je ne voulais pas le dire, de non-violence dogmatique qui arrive à ce genre de blocage où on s'empêche de prendre une pince pour couper une clôture qui va nous permettre d'aller sur un chantier de centrale nucléaire en construction pour bloquer cette centrale nucléaire. Et aujourd'hui, vous êtes en train de parler de l'effondrement de la civilisation, et donc, il me semble que cette question de la violence de l'action directe, qui pourrait être par exemple
fracasser une vitrine de banque, ou je ne sais pas, ben, il me semble que si vous mettez ça en perspective sur la question de l'effondrement, si vous croyez sincèrement qu'il va y avoir un effondrement, qu'un effondrement entraîne probablement des dizaines ou centaines de milliers de morts, ben, en termes, ben, du coup, en fait, la question, c'est pas juste de dire nous devons rester dans la non-violence absolue, genre même pas utiliser une pince pour ouvrir une clôture, pour rentrer quelque part, pour occuper, parce qu'en fait, nous sommes des non-violents et nous ne voulons pas reproduire ce que les autres font, etc., etc. Mais il faut se poser la question de l'efficacité. Si l'enjeu, c'est d'empêcher la Saint-Patrick, c'est peut-être correct de ne pas couper une clôture pour aller sur la rue Sainte-Catherine pour empêcher la Saint-Patrick. Mais si l'enjeu, c'est de sauver la planète ou sauver de la vie de centaines de milliers de personnes, ben là, il faut penser l'efficacité en termes de la palette des moyens qu'il y a devant nous et devant vous, avec toutes les limites. Et il n'y a personne qui a besoin d'être martyr non plus et de se sacrifier, de subir des choses. Et ce qui m'emmène à la question de l'infiltration de la police. Parce qu'en fait, évidemment, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour être rapidement condamné et accusé. Les gens peuvent avoir des enfants à charge, des parents à charge, ils peuvent être eux-mêmes dans des conditions de santé, financières. Vous ne pouvez pas vous permettre, même si l'enjeu c'est la destruction de la planète, vous ne voulez pas non plus empirer votre situation. Et donc, c'est clair qu'il faut faire attention qu'il y a des choses qui sont techniquement, d'un point de vue juridique, illégales, et il y a des risques, et la police surveille, et la police paie des infiltrateurs, la police peut payer des provocateurs. Méfiez-vous des gens que vous ne connaissez pas qui viennent vous dire « Ah, moi je pense qu'on devrait maintenant passer au cocktail Molotov, je pense que c'est maintenant. » Ça, c'est un agent provocateur. Et la suite, c'est que vous allez être arrêté pour ça, parce que c'est un piège, en fait. Donc il ne faut pas prendre toutes les idées qui passent comme des idées de génie. Il faut se méfier de la police et des gens provocateurs qui font leur travail. C'est légal pour la police d'infiltrer des groupes. C'est légal pour la police d'avoir quelqu'un ici qui écoute, par exemple, et qui enregistre. Ça serait légal. La question n'est pas nécessairement... Après ça, au niveau légal, peut-être qu'il ne pourra pas l'utiliser dans un procès. Ça, c'est des détails juridiques, mais c'est légal. C'est légal pour la police d'avoir des agents civils dans une manifestation. Évidemment, c'est cool, c'est une manifestation d'élèves secondaires, parce qu'on va le reconnaître rapidement, donc, il y a différentes situations pour les policiers, mais les policiers sont là, c'est vos impôts qui les payent, donc vous devriez être satisfait qu'ils font leur travail, ils sont payés pour ça. Et comme je vous dis, il y a de très hauts niveaux de la police, que ce soit FBI, que ce soit Interpol, que ce soit les polices de l'Union européenne, que ce soit la police de la GRC, que ce soit le SCRS, que ce soit la SQ, que ce soit la SPVM, ils ont une obsession sur les écologistes. Et moi, mon feeling, c'est que cette obsession sur les écologistes, elle ne va pas aller en diminuant, parce que la police dit qu'elle est là pour protéger et servir, mais elle n'est certainement, certainement pas là pour protéger la planète. Oui, voilà.